Radio Bayard. Radio sans peur, émission sans reproche. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio Bayard. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laurent qui va nous parler de la monnaie libre, la June. Laurent, une première question. Est-ce que vous pouvez parler de cette monnaie et de la genèse du projet ? Oui, déjà merci à Radio Bayard pour l'invitation. Alors, la genèse du projet de la monnaie libre, ça vient surtout d'un constat qui est celui de la création monétaire classique qu'on connaît actuellement, qui est la création monétaire par la dette. Voilà. Le concepteur de cette monnaie libre s'appelle Stéphane Laborde, il est toulousain et c'est la crise de 2008 qui l'a fait réfléchir à la monnaie. Il est mathématicien, joueur d'échecs, il s'est demandé si on pouvait créer une monnaie qui soit juste sur le plan social et qui mette tout le monde à égalité devant la création monétaire. Je parle pas de revenus, je parle pas de salaire, de travail, mais de créer une monnaie effectivement qui ne soit pas asservissante et qui ne soit pas spoliatrice. Et justement, Laurent, pour commencer sur ce thème, pourquoi aujourd'hui, selon vous, la monnaie n'est pas libre ? Alors déjà, dans la monnaie libre, il faut entendre cette notion de liberté comme celle des logiciels libres. En réalité, c'est pas une notion de liberté type libéral ou libertaire, c'est simplement que dans la monnaie libre, comme dans les logiciels libres, on a l'accès au code de création monétaire. Voilà. C'est la même philosophie que les logiciels libres. Donc ceux qui utilisent Linux, Firefox, LibreOffice, comprendront ça normalement. Et pourquoi la monnaie classique n'est pas libre ? Justement parce qu'on n'a pas accès à son code de création monétaire. On n'est pas souverain devant la création monétaire. Le peuple n'est pas souverain devant la création monétaire classique. Tout est opaque. Et éventuellement, quand les gens commencent à parler un petit peu de création monétaire, très vite, on nous noie sous des notions qui n'ont rien à voir et qui sont des fausses pistes pour éviter que les gens se posent la question sur comment est créée la monnaie classique. Donc vous nous parlez d'une monnaie qui serait en open source où les usagers pourraient librement modifier son cours, modifier son émission. Comment ça se passerait ? Alors, le concept de monnaie libre est en libre accès, c'est-à-dire que n'importe qui s'y intéresse peut copier le concept et créer sa propre monnaie libre, de la même manière qu'on peut copier un logiciel libre, qu'on peut le partager, qu'on peut le modifier de manière gratuite. Il n'y a pas de notion de cours en monnaie libre, puisque le cours, c'est quelque chose qui est lié à la spéculation et au pari. En monnaie libre, comme la création monétaire, elle est connue, et qu'en plus de ça, elle est linéaire, on va dire ça comme ça. En fait, il n'y a pas de cours à la monnaie, puisque le processus de création est perpétuel et constant. Voilà. Et cette monnaie serait accolée sur quelle devise à sa sortie si elle arrivait à s'instaurer dans un pays ? Alors, je pense pas qu'elle soit un jour accolée à une devise officielle, puisque en fait, le principe même de cette monnaie est réellement et profondément de faire tomber les systèmes monétaires actuels. Donc, il y a peu de chances qu'un État classique la promeuve ou la mette en avant. Par contre, il faut faire la différence avec la notion de taux de change. À partir du moment où on utilise une monnaie, il y a forcément un taux de change mécanique qui va s'insinuer et s'instituer. Voilà, tout simplement. Si je vends un produit 20 € sur le Bon Coin, peut-être qu'en monnaie libre, dont le nom est la June, puisque c'est aujourd'hui la seule monnaie libre en circulation, peut-être qu'on va le vendre 100 ou 200 Junes, ce produit-là. Donc par définition, mathématiquement, on va donner un taux de change. Mais c'est un taux de change qui va se créer naturellement par la force des choses, et il n'y a pas d'officialité là-dessus. D'accord. On va rentrer un petit peu sur le détail de la June dans un second temps. Est-ce que vous pouvez me parler de l'actualité de la June ? Combien d'utilisateurs de cette monnaie ? Est-ce qu'elle est localisée dans des zones géographiques précises ? Est-ce qu'elle a des projets en cours ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'état des lieux de la June en 2023 ? Oui, donc c'est une monnaie qui a été créée sur le plan théorique en 2010. Il y a une théorie mathématique déjà qui sous-tend la monnaie, qui s'appelle la TRM, théorie relative de la monnaie. Elle se trouve sur Internet. Voilà, c'est Stéphane Laborde qui a publié tout ça. Ensuite, il s'est accoquiné de développeurs informatiques pour passer de la théorie à la pratique, puisque la monnaie libre fonctionne en pratique sur une blockchain, donc c'est une crypto-monnaie au sens où on l'entend aujourd'hui. Et depuis donc le 8 mars 2017, elle a été lancée entre guillemets officiellement, si je puis dire. Ça fait donc 6 ans qu'elle est en fonctionnement. Et au bout de 6 ans, il y a aujourd'hui 8500 membres producteurs de monnaie libre. Voilà.
sachant qu'un membre producteur de monnaie libre est un être humain. Il y a seuls les êtres humains qui créent la monnaie. On peut pas créer la monnaie si on est un club de foot, si on est une entreprise ou une personne morale. Donc, au bout de 6 ans aujourd'hui de fonctionnement, il y a 8500 producteurs de monnaie libre, qui sont donc 8500 êtres humains différents. Pour nos auditeurs, qu'est-ce que vous appelez par créateur de monnaie? Voilà. Donc, le créateur de monnaie, en fait, aujourd'hui, est, pour simplifier, une espèce de petite banque à lui tout seul, c'est-à-dire que quand on est parrainé, quand on est coopté, le terme en monnaie libre, c'est certifié, on obtient donc le droit de produire la monnaie, donc de la créer à sa source. Et au lieu de passer par une institution centrale comme une banque, eh bien, grâce aux crypto-monnaies, on peut décentraliser la création monétaire et chaque être humain, aujourd'hui, crée une petite proportion de monnaie tous les jours, en réalité. Voilà. Est-ce que ça a à voir avec le minage qu'on entend beaucoup dans les crypto-monnaies? Ça n'a pas un rapport direct. Le minage, quand on parle de minage, on parle de Bitcoin souvent. Dans le Bitcoin, en fait, les gens sont récompensés pour créer la monnaie et pour la sécuriser. En monnaie libre, c'est un petit peu différent, puisque le simple fait d'être un être humain reconnu par la communauté vous donne le droit de créer la monnaie. Alors bien sûr, après, ça se fait au niveau automatique, ce sont les logiciels ensuite qui gèrent ça derrière. Mais il faut d'abord être coopté, parrainé, certifié pour obtenir ce droit par 5 personnes qui sont déjà membres du réseau. Voilà. D'accord, donc Laurent, expliquez-nous concrètement pour nos auditeurs de Radio Bayard, s'ils veulent rejoindre votre mouvement, comment ça se passe et en quoi ça les engage? Alors en fait, il faut se rapprocher donc d'une communauté de monnaie libristes, de junistes autour de chez eux, autour de là où sont localisées les personnes, puisque l'immense majorité du temps, les rencontres se font dans le réel, dans le concret, dans le physique, et elles se font autour de réunions, elles se font autour de présentations, et elles se font aussi autour de brocantes, parce qu'on organise de plus en plus souvent des brocantes où on vend nos objets, nos produits, nos services en monnaie libre. Et au travers de ces différentes rencontres, les gens apprennent à comprendre le concept de monnaie libre, qui est quand même un petit peu un changement de paradigme qui est assez fort, et il faut un petit peu du temps pour le digérer. Et en général, quand les gens ont compris le fonctionnement, quand ils ont lu la licence, la charte, et qu'ils l'ont bien intégré, en général, ensuite, dans les semaines qui suivent, ils se font certifier par les personnes qui le connaissent dans le réseau, et qui vont elles-mêmes certifier que la nouvelle personne qui veut rentrer dans le réseau est un être humain qui correspond à la licence, à la charte de la monnaie libre. Voilà. Et justement, en France, on a des lacunes en économie, encore plus dans ce qui est la création monétaire. Comme vous l'avez dit, c'est opaque et il y a un niveau intellectuel au niveau économique en France qui est assez bas. Concrètement, si je suis un usager de la June, est-ce que je peux aller acheter ma baguette de pain et faire mes courses au supermarché du coin? Non, effectivement, on peut pas encore, ou alors de manière extrêmement rare. La monnaie libre à ce stade est une monnaie de particulier, essentiellement. Voilà, on échange des biens et des services entre particuliers. Il y a quelques rares professionnels qui ont franchi le cap. Alors pourquoi c'est un petit peu aussi long? Parce que déjà, la monnaie libre, c'est un gros changement de paradigme. Pour s'intéresser à cette monnaie, il faut déjà comprendre que la monnaie dette est un poison. Et ça, c'est très très loin d'être le cas pour la plupart des gens, puisqu'on a tous des idées, des préjugés, des préconçus sur la monnaie classique, et la plupart d'entre nous ne pensent pas que c'est un problème, alors que c'est un problème central et extrêmement éminent, et très subversif aussi, au demeurant. Et une fois qu'on a passé le cap, ensuite, il y a des problèmes éventuellement fiscaux qui peuvent se poser avec l'utilisation de monnaie alternative. Des problèmes fiscaux qui sont, à mon sens, aujourd'hui en partie résolus. Il y a encore des débats, il y a encore des trous juridiques. Et voilà, donc certains professionnels peuvent encore être hésitants à utiliser la monnaie. L'autre aussi aspect qui est bloquant, c'est le fait que pour utiliser une monnaie, il faut qu'il y ait une économie circulaire. Voilà, donc aller acheter son pain chez le boulanger, c'est une chose, mais le boulanger va poser comme question, mais auprès de qui j'achète ma farine en June? Voilà. Donc il y a tout un travail de mise en place d'un réseau circulaire, et ça demande beaucoup de temps. Et justement, comment vous arrivez à gagner la confiance de vos usagers, des membres qui pratiquent, qui se servent de la June? Alors souvent, déjà pour commencer à ce stade, ce sont souvent des gens qui se sont intéressés aux problèmes liés à la monnaie. Voilà. Donc il y a, on va dire, pour faire simple, pour caricaturer, il y a des gens qui viendraient de la gauche, qui cherchent de la justice sociale et qui ont compris qu'il y avait un problème avec la monnaie. Et puis il y a des gens qui viendraient de la droite, je caricature, je suis rapide et grossier, eux qui cherchent le souverainisme, voilà, qui cherchent à reprendre possession de la création monétaire. Voilà. Donc ce sont des gens aujourd'hui, ces gens-là sont sensibilisés. Maintenant, on commence à aller chercher un petit peu plus loin. Et là, effectivement, il faut faire tout un travail de déconstruction, on va dire ça comme ça, de la monnaie conventionnelle.
il y a toute une pédagogie, un apprentissage, une formation à faire. Et en général, une fois qu'on a convaincu les gens de la dangerosité de la monnaie classique, de la monnaie dette, en général, par eux-mêmes, ils cherchent des alternatives. Mais ce premier travail est un travail qui est déjà assez long, que moi-même j'ai fait il y a des années en arrière, hein, et qui m'a pris du temps déjà à intégrer. Voilà. Donc ça vient d'une démarche intellectuelle, un travail un petit peu de recherche sur la création monétaire. On déplore souvent, les économistes, on va dire classiques, la fin de l'étalon or. Le dollar était accolé à l'or pour ceux qui nous écoutent, puis aujourd'hui au pétrole. Est-ce que la June est accolée à quelque chose, à une matière première? Est-ce qu'on vient aussi à un organisme central, même si c'est détenu par ses membres? Comment serait régulée la June? Alors je peux donner deux réponses à cette question. La June, en fait, elle est indexée à l'être humain, voilà, et plus particulièrement à l'espérance de vie humaine. Donc ça, faut lire un petit peu la TRM pour comprendre pourquoi et comment. C'est notamment dû au fait que le seul invariant d'une économie est un être humain. Hein. L'économie monétaire n'existe pas dans le monde naturel et animal. Le seul invariant d'une économie, c'est l'être humain. Donc c'est le seul point sur lequel on peut s'appuyer. Alors certains diraient oui, mais on s'appuie sur l'or, jusqu'à présent, etc. Alors effectivement, ça reste des étalons qui nous sont chers à plus d'un titre, hein, sur le plan symbolique, sur le plan même des fois spirituel ou alchimique. Hein. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre aussi dans la monnaie libre, c'est qu'un des fondamentaux de la monnaie libre, un des axiomes de base, c'est de comprendre que toute valeur est relative. C'est-à-dire que de l'or aujourd'hui, ici en France, c'est précieux. On peut acheter beaucoup de choses avec, mais demain, si on se retrouve seul dans le désert avec un lingot d'or, il ne nous sert plus à rien. Voilà. Inversement parlant, une bouteille d'eau aujourd'hui à Grenoble, de l'eau on en a beaucoup ici autour des montagnes, et donc on s'en sert pour tout et n'importe quoi. Par contre, demain, si on se trouve seul dans le désert, une bouteille d'eau, ça devient un bien extrêmement précieux, on serait prêt à tuer pour ça au bout de quelques jours. Et en fait, toute valeur est relative. Et c'est ça qu'il faut bien intégrer en monnaie libre, c'est que dans la nature, il n'existe pas de valeur monétaire intrinsèque à un objet, à une chose, à un service. Voilà. C'est un des axiomes de base, un des fondamentaux. Voilà la raison pour laquelle seul l'être humain est un invariant des systèmes économiques, et c'est pour ça que la monnaie libre est indexée sur l'espérance de vie humaine. Ça, c'était la première partie de ma réponse. Et développer, oui, pour la seconde partie. Qui était déjà sur l'indexation et éviter justement les phénomènes spéculatifs ou d'hyperinflation dus à cette monnaie. Oui. Comment elle aurait une stabilité dans le temps et elle pourrait durer sans qu'une économie s'effondre à long terme? Ah oui, là aussi, il y a plusieurs aspects de réponse. Alors déjà, cette monnaie n'est pas spéculative puisque son code de création monétaire, il est connu, il est prévisible. Voilà. Parce qu'on a fait ce reproche aux crypto-monnaies. Il y avait, vous avez parlé des deux franges qui s'intéressent à la June, donc la partie un petit peu souverainiste et la partie un petit peu sociale. Pour les crypto-monnaies, il y avait le côté un petit peu libertarien ou libertaire. Il y avait aussi le côté spéculatif qu'on a pu voir et le côté même un petit peu criminel, il faut le dire. Donc comment vous répondez aux gens qui vont vous dire que cette monnaie va devenir un outil spéculatif pour certains afin de s'enrichir ou de blanchir de l'argent? Oui, donc encore une fois, plusieurs aspects de réponse. La monnaie libre ne peut pas être spéculative puisque tout son code de création monétaire est connu et prévisible. Donc on ne peut pas parier sur une montée subite, une descente subite. Tout est prévisible des mois à l'avance, hein, pour pas dire plus. Le côté blanchiment d'argent, là un peu on rentre dans une démarche qui est plutôt morale, philosophique, et il faut séparer l'outil de ce qu'on en fait. Hein, c'est comme un couteau de cuisine. Un couteau de cuisine, on s'en sert la plupart du temps pour couper de la viande et pour cuisiner. Malheureusement, quelques malotrus aujourd'hui s'en servent des fois pour faire d'autres choses dans la rue avec. La monnaie reste un outil, et cet outil, ça va être la façon dont les gens vont s'en servir. Il y a peu de chances que cet outil développe des pratiques aussi terribles, puisque il y a aussi quelque chose qui est fondamental en monnaie libre, c'est comme on crée la monnaie par dividende universel, c'est-à-dire par une répartition proportionnelle de la monnaie. En fait, on peut pas avoir d'enrichissement infini en monnaie libre. Est-ce que vous pouvez développer cette notion de répartition proportionnelle pour nos auditeurs? La monnaie est donc créée par dividende universel, c'est-à-dire que chaque être humain de la monnaie crée tous les jours la même proportion de monnaie, la même part de monnaie que tous les autres êtres humains du réseau. Une proportion, une part, c'est un petit peu à l'image, d'une part de pizza. Donc, quand on coupe un quart de pizza, un quart de pizza, si la pizza est petite, ça fait un petit quart, et si la pizza est plus grosse, un quart est plus gros en quantitatif. Il n'empêche que une proportion de monnaie, par contre, ça devient invariante. Et cette proportion restera strictement invariante tout au long de l'existence de la monnaie libre, et notamment de la June. Voilà.
Est-ce que ça rejoint un petit peu l'idée du Bitcoin, de certaines crypto-monnaies qui auront un nombre défini dans le temps? Non, c'est une très bonne question justement. Le Bitcoin, ils ont fait le choix, leur convention, leur règle du jeu, qui est une règle du jeu humaine, comme toutes les monnaies d'ailleurs, c'est de limiter le nombre d'unités de Bitcoin en circulation. La monnaie libre, c'est exactement l'inverse. Il faut qu'il y ait une création monétaire perpétuelle, parce que c'est à cette seule condition qu'on va mettre tous les êtres humains à égalité devant la création monétaire, devant la création monétaire. Si on arrêtait la création monétaire demain, ça voudrait dire que les anciens et les morts auraient créé la monnaie que les nouveaux, les enfants utilisent. Donc il y aurait une asymétrie temporelle de la création monétaire. Donc il y a une obligation de créer la monnaie en permanence. Mais si on la crée de manière quantitative, en donnant des unités tous les jours, effectivement, en rapport à la masse monétaire totale, au bout d'un moment, les nouveaux qui rentreraient créeraient toujours quelques unités, mais par rapport à la masse monétaire totale, elles deviendraient ridicules. C'est pour ça qu'il y a un choix qui a été fait sur la proportion d'unités à créer. Et si je comprends bien, c'est accolé à la démographie, du coup, au nombre d'utilisateurs de la monnaie et de l'espérance de vie. Est-ce que vous pouvez développer ce point quand vous avez parlé de l'indexation par rapport à l'espérance de vie? Est-ce qu'il y a aussi une corrélation avec le nombre d'habitants et le nombre d'usagers de la monnaie? Il n'y a pas de corrélation directe avec le nombre d'habitants, si ce n'est après pour créer une économie circulaire et cyclique. Évidemment que plus il y a de personnes proches géographiquement dans un réseau, plus la monnaie peut être développée et être pertinente. La notion d'espérance de vie, en fait, elle est liée au fait qu'il ne faut pas voir l'être humain comme un être unique dans l'espace et dans le temps. L'être humain, on a du mal à se représenter parce qu'on est tous égocentriques, et on est égocentrique aussi dans le temps. Des fois on oublie qu'on a eu des ancêtres, malheureusement. On oublie aussi des fois qu'il y aura des gens après nous, et même longtemps après nous. En réalité, l'être humain fait partie d'une espèce de cascade de vie, avec des morts, des ancêtres, et des enfants qu'on ne connaît pas encore, qui vont arriver plus tard. Voilà. Et quand on se représente l'être humain comme une espèce de cascade de vie, à l'image un petit peu d'un cours d'eau, à débit constant, dans un cours d'eau, quand on tombe sur une cascade à débit constant, la cascade a toujours la même forme, bien que toutes les gouttes d'eau soient différentes dans la cascade, à chaque instant. Il faut se représenter un petit peu l'humanité comme ça, voilà. Et le point commun, le débit constant de notre humanité, ici en Occident, c'est l'espérance de vie de 80 ans. En l'occurrence, qui n'est pas du tout la même que celle du Ghana, je crois, qui est à 42 ans, pour prendre un extrême, voilà. Et donc, c'est cette espérance de vie qui va faire qu'on va calquer mathématiquement la création monétaire pour faire en sorte que les êtres humains, au bout d'une demi-espérance de vie, puissent arriver à la masse moyenne par exemple. C'est un petit peu technique, ça. C'est une conséquence mathématique, voilà, de faire en sorte que les êtres humains, à la moitié de leur espérance de vie, vont arriver à avoir créé la totalité de la monnaie qu'ils auront pu créer, en fait, en réalité. Laurent, vous me le confirmez, mais on peut avoir tout le détail des aspects techniques de la June sur le site internet et notamment par rapport au lien du fondateur qui était un mathématicien. Bien sûr, alors c'est foisonnant. Si on tape monnaie libre tout simplement sur un moteur de recherche, on va tomber sur des sites et notamment les principaux qui doivent être monnaie-libre.org, si je dis pas de bêtises, et le forum monnaie libre qui sont, on va dire, les deux principaux sites qui vont récapituler et aller beaucoup plus loin dans le détail de tout ce que j'ai dit. Évidemment que il faut continuer les recherches par soi-même et là-dessus on aura toutes les informations nécessaires et à sa portée pour développer. Je voulais vous parler des monnaies libres au niveau local qui sont lancées notamment par des collectifs citoyens et par des mairies. On est ici à Grenoble, Radio Bayard, une radio basée dans la province du Dauphiné. Et il y a notamment une monnaie, vous avez dû en entendre parler, le Cairn, il me semble. En quoi est-ce différent, même si vous avez déjà répondu au préalable à cette monnaie, et qu'est-ce que vous en pensez surtout? Si je dois être un petit peu radical, je dirais que utiliser une monnaie locale, comme on l'entend habituellement, c'est prolonger l'arnaque de la création monétaire classique. Pourquoi? Alors pourquoi? Alors déjà, encore une fois, la monnaie libre n'est pas une monnaie locale. Il faut bien faire la différence entre les deux. Alors pour quelle raison? La monnaie locale est donc un euro que les banques nous donnent le droit d'utiliser sur le plan local. Alors là, je suis un petit peu radical quand je dis que c'est une arnaque, parce qu'effectivement, non, je suis pas radical, je suis réaliste. Je sais qu'il y a beaucoup de gens bien intentionnés qui se servent des monnaies locales pour refaire du lien, pour refaire du réseau, pour faire marcher les producteurs locaux. Je pense que ça fonctionne, mais à mon avis à très très petite échelle. Mais surtout, ce qui m'embête, encore une fois, c'est que pour cela, on va avoir une banque privée, on monte un dossier, on monte en association,
On va avoir une banque privée qui va vous dire, à laquelle on va dire, bah voilà, on va faire notre monnaie locale sur Grenoble, et en général, ils vont vous dire oui. Déjà, quand une banque privée vous dit oui si facilement, c'est que il n'y a pas trop de danger pour elle. Voilà. Et en réalité, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie locale classique? Ce n'est ni plus ni moins qu'un euro qu'on utilise sur le plan local. Terminé. Voilà. Petite digression, c'est marrant parce que des fois, quand on parle les personnes à qui on parle de monnaie locale, quand on leur parle de retour au franc, par exemple, à cette échelle-là, bizarrement, ça les choque. Donc, il y a une petite contradiction. Donc, quelle est l'échelle de localité qui serait bonne et celle qui serait pas bonne, qui serait facho, etc. Ça, c'est toujours un petit peu intéressant, on en discute. Mais faut croire que la localité au niveau français, ça les intéresse pas, ces gens-là. C'est un petit peu marrant. Bref, j'ai fait une petite digression, j'ai placé une petite parenthèse. Mais surtout, ce qu'il faut aussi comprendre dans la monnaie locale, c'est qu'on ne crée pas de monnaie. On fait que du change monétaire. On va échanger 1000 euros classiques contre 1000 cairns, et même un petit peu moins en réalité, parce qu'en plus les banques prennent des frais de dossier au passage. Il faudrait pas non plus se manquer là-dessus, ça serait dommage. Et donc les banques nous donnent le droit d'utiliser une monnaie locale, un euro local, sur le plan grenoblois. Voilà. Donc effectivement, ça peut faire un petit peu le lien, ça peut faire un petit peu... je sais pas, ça peut faire du réseau social, ce qui pour moi est quand même très très important. La monnaie libre est un très très fort facteur de réseau social et d'entraide. Mais la monnaie locale est in fine une arnaque, voilà, tout simplement. Vous avez répondu de façon assez tranchée, et merci pour votre honnêteté et votre réponse. C'est très clair sur les monnaies libres locales, comme le cairn à Grenoble. Les monnaies locales, tout court. Monnaie locale. Est-ce que vous pouvez je crois qu'ils se prétendent monnaie libre, c'est pour ça que je dis ça sur leur site internet. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis, justement, maintenant, aborder un petit peu le sujet sur les crypto-monnaies, notamment l'aspect décentralisé, l'aspect livre blanc, blockchain. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce sont des rivaux qui sont arrivés un petit peu plus tard? J'ai l'impression que la June sur le marché. Aujourd'hui, on se voit que 8%, je crois, des Français détiennent des crypto-monnaies. Qu'est-ce que vous leur dites à ces Français? Ils ont raison. Ils devraient plutôt aller vers la June. Pourquoi? Voilà. Quel est votre rapport aux crypto-monnaies? Alors, il y a plusieurs facettes à cette question. Il y a plusieurs réponses à donner. En fait, ça dépend ce qu'on veut faire. La monnaie libre est d'abord une monnaie militante et une monnaie, je veux dire, en tout cas pour l'instant, parce qu'on espère un jour qu'elle se démocratise et ces questions-là ne se poseront plus. C'est d'abord un vœu pieux, voilà, un vœu de souverainisme, un vœu de justice sociale, un vœu aussi peut-être d'aller titiller le système dans ses fondements, par le nerf de la guerre. Ça dépend ce que les gens veulent faire des crypto-monnaies. Certains y vont pour uniquement l'aspect spéculatif, donc effectivement la monnaie libre n'est pas du tout fait pour eux dans ce cas-là. Et après, ça c'est le choix de chacun, donc libre à eux d'aller gagner ou perdre des euros sur la bourse des crypto-monnaies. D'autres y vont aussi en réserve de valeur en cas de pépin. Là déjà, pour ma part, j'y suis plus favorable parce qu'effectivement, je pense que c'est toujours intéressant de diversifier ses placements. Voilà. On pense notamment au Liban, à l'Argentine. Il y a aussi un pays d'Amérique latine qui a adopté le Bitcoin pour faire face au phénomène d'hyperinflation et de déflation. Il me semble que c'est le Salvador. Oui, c'est possible. Et Centrafrique aussi. C'est deux pays, Salvador et Centrafrique, qui ont donné un cours légal au Bitcoin. Oui, donc il y a déjà. Là, j'ai pas d'avis tranché pour le coup, et je pense que pas beaucoup de personnes ont la réponse sur les cryptos en général. Sur le Bitcoin, il y a des gens qui sont très favorables. Il y a des gens comme Marc-Gabriel Draghi qui pensent que c'est là aussi une arnaque, par exemple. Donc, j'espère un jour j'aurai l'occasion de développer ça avec lui sur la partie Bitcoin, ça serait intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Marc-Gabriel Draghi, à ne pas confondre avec Mario Draghi, justement, qui était un président, il semble, de la BCE à une époque. Oui. Marc-Gabriel Draghi, c'est quelqu'un qui a écrit des livres et des articles, et notamment un livre sur le Great Reset et un livre sur la monnaie. Voilà, un gros pavé que j'ai pas fini de lire encore, et qui est très très intéressant et qui rappelle l'histoire de la monnaie. Voilà. J'avais une question par rapport au souverainisme. Vous pensez pas que certains souverainistes veulent justement un État fort, un État centralisé, avec une banque centrale qui, à tort ou à raison, pourrait les rassurer, et que ce projet serait plutôt libertarien? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? C'est une très bonne remarque. En fait, si on s'amuse à faire un peu de prospective sur la monnaie libre, en l'occurrence, en fait, c'est très très compliqué de savoir quel pourrait être un monde qui vivrait sous la monnaie libre. Je pense qu'il y a énormément de choses qui nous paraissent évidentes et acquises aujourd'hui qui seraient totalement changées dans un monde à monnaie libre.
À mon avis, pour le meilleur. Voilà. Ceci étant dit, j'arrive à comprendre aussi qu'on puisse avoir besoin d'une monnaie nationale, par exemple, avec une banque centrale, avec une identité autour de la monnaie, parce que la monnaie fait aussi identité. Donc moi, personnellement, en tant que juniste convaincu, et je suis pas encore totalement fermé à une monnaie centrale, nationale, qui appartiendra au peuple, etc. Enfin voilà, démocratique, enfin, les termes un petit peu habituels qu'on peut entendre là-dessus. Mais c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de savoir comment les choses vont tourner dans les années à venir si la monnaie libre se développait. C'est extrêmement compliqué. On peut s'amuser à faire la prospective, mais je pense qu'on mesure pas la portée de cette chose-là. Justement, est-ce qu'on vous traite d'idéaliste, d'utopiste? On vous rétorque quand vous présentez la June? Est-ce qu'il y a une limite déjà temporelle, on va dire, à ce projet, et surtout géographique? Est-ce que c'est une monnaie qui pourrait être adoptée à l'autre bout de la planète? J'ai pris le cas du Liban et de l'Argentine qui ont en ce moment des gros problèmes monétaires. Voilà, quel est le projet dans 10 ans, les objectifs de la June et de cette monnaie libre? Alors, le projet, on peut pas dire qu'il y a un projet au sens collectif, puisque comme en fait tout est décentralisé, donc que ce soit la création monétaire et même sa façon de la promouvoir, moi aujourd'hui je me présente à vous comme un simple citoyen qui promeut la monnaie libre. Je ne représente pas d'association, pas de collectif, pas de club, pas de choses comme ça. Donc on peut pas dire qu'il y a un projet collectif là-dessus. Par contre, tous ceux qui utilisent la monnaie libre ont envie de la développer parce qu'effectivement on a envie de faire on a envie de faire une société avec une monnaie qui est beaucoup plus juste et qui nous sort de l'asservissement et de l'exploitation de la monnaie classique. Maintenant, oui, effectivement, le concept, comme j'ai dit tout à l'heure, est libre d'accès, donc n'importe qui peut créer sa propre monnaie libre et n'importe où sur la planète. Alors, certaines personnes imaginent, par exemple, que la June pourrait être une monnaie mondiale. Moi, je suis totalement contre cette idée pour 2 raisons. La première, c'est que il faut qu'il y ait plusieurs monnaies libres pour qu'il y ait une résistance, une résilience du système face aux attaques. Donc, on appelle la June parce que ça s'écrit G1, mais j'espère que demain il y aura une G2, une G3, etc. Et puis après, il y a des raisons aussi plus humaines, parce que la June est basée sur une espérance de vie occidentale de 80 ans. Il serait intéressant aussi que demain les Africains, qui ont une espérance de vie moins importante que la nôtre, aient leur monnaie libre qui soit, elle, calquée sur leur espérance de vie à eux. Voilà. Donc il y a 2 raisons pour ma part. Par contre, le concept, il est totalement exportable de manière extrêmement facile et totalement gratuite, évidemment. Donc pour répondre à ma question précédente, on pourrait dire aux souverainistes qu'il pourrait y avoir une June, on va dire, sur un territoire français qui ne serait pas la même June que sur le territoire allemand. On peut l'imaginer, voilà, on peut l'imaginer. Ce n'est pas opposé à votre projet. C'est pas du tout opposé à ça. Même, bon, moi je fais partie des gens qui seraient effectivement, qui aimeraient lier la June à des notions, on va dire, identitaires, comme être français, etc. Mais bon, après, c'est compliqué de faire la prospective. Alors si, pour quand même donner une durée sur le projet, parce que tu m'as posé la question de la durée, certains ont estimé dans la monnaie libre que le projet aboutirait s'il aboutit au bout de 80 ans. Voilà. Donc c'est un projet à long terme. Et c'est aussi ce qui me plaît. On fait face à une église, là par exemple, et les églises ont été bâties sur des générations entières. La monnaie libre, ce qui est aussi intéressant dans le projet, c'est que c'est un projet transcendant. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de cette table aujourd'hui ne verront sûrement pas l'aboutissement s'il y a aboutissement. Voilà. Et ça, je trouve ça très bien parce qu'on n'a plus l'habitude de tout ça. On a l'habitude de projets à court terme, voire à très court terme. Et se lancer dans un projet dont l'aboutissement, peut-être, on n'en verra pas la fin, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça remet plein de choses en question. Alors évidemment, on s'en sert déjà, elle est déjà utilisée, elle est déjà utilisable, heureusement. Et puis je pense que dans quelques années, elle le sera encore plus et plus facilement. C'est ce que je souhaite et c'est aussi pour ça que je suis là. Mais c'est quand même, moi c'est quelque chose que je dis tout de suite en présentation. Le projet est sur 80 ans, quoi. Voilà. Donc dans 80 ans, on espère avoir une économie qui ressemblera à la nôtre aujourd'hui. Et qu'on pourra peut-être produire des fusées avec de la June peut-être dans 80 ans. Quoi. La noblesse de l'engagement, se battre pour les générations futures. Exactement. Et récolter ce que nous verrons de là-haut des cieux. J'avais une question, vous avez parlé un petit peu des attaques que pourraient faire les banques centrales. Est-ce que vous faites face à une opposition, peut-être au niveau juridique, au niveau légal? Est-ce qu'on vous met des bâtons dans les roues? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des contraintes à ce niveau-là? Non, il y a très peu de contraintes. Enfin, il y a très peu de contraintes à ce niveau-là, puisque aujourd'hui on est ridicule sur le plan monétaire. Voilà. En fait, notre petit test nous fait qu'on passe sous les radars, évidemment. On est ridicule. La façon aussi dont le projet est mené, il est décentralisé, donc en fait, c'est un petit peu comme les gilets jaunes, hein, donc il est difficilement cernable.
Voilà. Et peut-être qu'un jour, on passera peut-être un point de bascule, ou peut-être que la monnaie sera devenue trop importante pour qu'on puisse faire machine arrière. C'est un petit peu comme avec le Bitcoin. Voilà. Même si certains pensent que le Bitcoin est une monnaie qui a été amenée aussi pour servir le système, ce qui est possible, hein, je suis pas du tout contre cette idée. Donc on n'a pas d'opposition systémique là-dessus. Par contre, les seules oppositions qu'on a, si éventuellement, c'est des oppositions de formatage qu'on a par rapport à la monnaie. On est tous extrêmement formatés par rapport à la monnaie. Il y a des gens comme Étienne Char, par exemple, qui ont fait un petit peu le boulot. Lui-même était prof d'économie et il disait que en économie, on n'étudie pas le concept de création monétaire. Voilà. Donc on n'a pas d'opposition frontale du système, si ce n'est le formatage dont voilà. Je pense aussi à l'ignorance d'une partie de la population qui a été plongée dans l'ignorance, notamment par l'éducation nationale et par le niveau bac qu'on donne en économie. Est-ce que vous pensez, ça va être l'une des dernières questions, et j'espère une note d'optimisme et d'espoir, que des personnes pourraient cerner et comprendre et adhérer au concept de la June malgré leurs lacunes en économie, à la création monétaire actuelle? C'est une notion qui est pas complexe, la monnaie, qui pourtant régit nos échanges, notre niveau social, jusqu'à notre tombe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2023, des jeunes Français de 18, 20 ans, des jeunes citoyens peuvent cerner les tenants aboutissants de votre projet? Non, je pense que c'est très compliqué pour cette tranche d'âge-là. J'avais cette discussion sur le forum justement, parce qu'en fait, pour s'intéresser à la monnaie, il faut devenir un adulte social, et pour être un adulte social, il faut soit être dans la vie active, soit avoir fondé une famille, enfin toutes les choses qu'on connaît, soit être entrepreneur. Il y a que, en général, à partir de ce moment-là, qu'on commence à s'intéresser un petit peu à la monnaie et à la politique au sens noble du terme. Voilà. Avant ça, en général, on s'y intéresse pas, parce qu'effectivement, d'une part, on a été formaté, c'est pas une question prioritaire, on a d'autres choses en tête, donc c'est très très compliqué aujourd'hui d'intéresser les jeunes sur la création monétaire et sur la monnaie en général. Peut-être qu'ils vont y venir tout simplement par mimétisme. C'est aussi ce qu'on espère. D'accord. Et pour ce faire, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs, peut-être de livres ou de revues? Vous avez conseillé de taper sur un moteur de recherche monnaie libre, et qu'on peut déjà tomber sur des sites intéressants, voire des forums pour se renseigner? Ah oui, bien sûr. Tout de suite, avec un moteur de recherche classique, on tombe tout de suite sur les bons sites, sur les bons forums. Et puis en termes de livres, il y en a un que je pense que vous connaissez bien, hein, c'est La loi du 3 janvier 73 de Pierre-Yves Augeron, qui déjà commence à parler de la dette française et comment ça se fait qu'on est endetté depuis 73 alors qu'on n'était pas avant. Voilà. Il y a le livre de Marc Gabriel Draghi, dont évidemment là le titre m'échappe à cet instant. Ça va me revenir. Donc les auditeurs pour chercher sur internet, et il y a de la matière pour développer le projet et potentiellement rejoindre du coup la monnaie, la June, monnaie libre. Une dernière question, Laurent. Vous, concrètement, ces derniers mois ou dans les mois à venir, vous pouvez prendre un exemple de l'utilisation de la June dans votre vie courante, ou un achat que vous avez fait, ou quelque chose que vous avez vendu? Oui. Et comment ça s'est déroulé? Oui, alors on a un site d'échange qui s'appelle G-Change, donc avec la lettre G et change derrière, qui est tout simplement l'équivalent du Bon Coin en June, en monnaie libre. Qu'est-ce que j'ai pu y acheter dernièrement? J'ai acheté dernièrement des bricoles, des outils, et par contre, on va dire quelque chose qui soit parlant. J'ai raté de peu une voiture d'occasion, voilà. Donc la monnaie ayant 6 ans, on commence à voir arriver des objets entre guillemets de valeur. Je mets bien valeur entre guillemets parce que tout est relatif, hein, on le sait maintenant en monnaie libre. On commence à avoir arrivé les premières voitures d'occasion sur ce marché-là. Donc la personne, si vous aviez obtenu cette voiture, je suppose que c'était une vente aux enchères, il l'a vendue plus offrant que vous, il aurait reçu vos Junes qu'il aurait lui-même pu dépenser dans un autre objet. Exactement, voilà. Donc c'est principalement, encore une fois, des biens et des services de particulier à particulier. Et plus la monnaie grandit, plus on va arriver des biens et des services de valeur, entre guillemets, encore une fois. Voilà, parce que tout est relatif. J'ai fait des travaux chez moi, par exemple, et j'ai pu payer mon plombier comme ça, voilà, parce que lui acceptait la June, par exemple. D'accord. Combien de personnes sur l'échelle grenobloise ou dauphinoise qui font partie de la June? Oui, l'échelle dauphinoise, je pense qu'on est une bonne centaine, 150. Tout de même, c'est assez conséquent. Oui, alors ça reste ridicule au niveau d'une économie circulaire parce il faudrait être 1 million de personnes pour reproduire une économie circulaire comme on la connaît aujourd'hui. Pour produire des livres à grande échelle, des voitures, des fusées, il faudrait être 1 million. Vous savez que ce sont les minorités agissantes qui font l'histoire. Exactement, c'est pour ça que je suis au début de l'histoire. Eh ben, écoutez, on vous souhaite un bon courage. Est-ce que vous aviez une dernière remarque ou un conseil à nos auditeurs ou aux jeunes générations concernant la monnaie et l'usage qu'ils en font?
Oui, sur la monnaie libre, peut-être un conseil, c'est que je pense qu'on a tous des gros préjugés sur la monnaie, sur les crypto-monnaies et sur la monnaie libre. Je dirais aux gens qui sont le plus sceptiques par rapport à ça, creusez le sujet parce que vous allez être surpris. Voilà, creusez le sujet, vraiment. Vous allez avoir des bonnes surprises à tout point de vue. Très bien, merci Laurent. Concernant le Cercle Bayard, on va se retrouver le jeudi 5 octobre pour une conférence Qu'y a-t-il dans la tête d'un écologiste? On a compris aujourd'hui ce qu'il y avait dans la tête d'un utilisateur de la monnaie libre. Et cette conférence du 5 octobre sera donnée par Bertrand Alliot, qui fait partie d'un groupe nommé Action Écologie. On vous remercie.